Salut toi. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo, dis donc. Oula. Voilà, le chien a du mal à se mettre en place. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui est revenu très souvent ces derniers temps. Non seulement avec mes clients, mais aussi avec des gens qui me sont proches. Et c'est une question que je me suis posée moi-même à un moment de ma vie. La question c'est, si je passe le test de douance intellectuelle, le VICE, pour les adultes, si je passe ce test et qu'il me dit que je suis pas surdouée, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour comprendre exactement le contexte, la plupart des gens qui veulent passer un test de douance intellectuelle quand ils sont grands, quand ils sont adultes, c'est que ils ont des problématiques qui sont très lourdes, parce que quand on est prêt à payer 500 à 700 euros et faire 3 heures de test plus plusieurs heures de restitution, enfin d'investir dans tout ça, d'investir tout ce temps et tout cet argent dans ce test, et qu'on a des grosses problématiques, qu'on se pose de grandes questions qui font que quand on n'a pas la réponse à ces questions, on est plutôt malheureux. Et imaginons que je sois une adulte qui sente que je n'ai pas la même intelligence que les autres. Je sens que j'ai des difficultés sociales et émotionnelles. J'ai du mal à me faire des amis. Je suis très sensible aux remarques. Et de manière générale, je suis sensible. Je veux dire sensible. Mes sens sont exacerbés dans plein de situations. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi plein de gens aiment tant sortir en boîte de nuit et moi pas du tout. Je trouve que y a trop de musique, trop de bruit, trop de gens. Et on peut pas discuter tranquillement et voilà, faire... comment dire être avec les gens, enfin connecter avec les gens. Et du coup, quand j'ai tant de problématiques, tant de problématiques comme ça d'un seul coup, qui sont là dans toute ma vie, et ces problématiques, elles font en sorte que j'ai pas d'amis, j'ai du mal à trouver un travail, dans mon travail je suis malheureux ou malheureuse, je n'arrive pas à trouver de partenaire, et quand j'en trouve un ou une perverse narcissique, donc voilà, ça peut faire en sorte qu'on se sente déprimé, qu'on entre dans une phase de dépression qui est grave et qui fait que on a du mal à s'en sortir parce que on est dans cet état-là. Et à partir du moment où on est dans cette problématique-là, on sent qu'on a d'énormes soucis et que y a parfois même des gens qui sont sous traitement, sous antidépresseurs, et qui ont fait des séjours à l'hôpital, dans des cliniques, dans un hôpital psychiatrique, dans des urgences psychiatriques pour ça. Et ben, le fait de passer le test de QI, c'est une réponse probable à toutes ces problématiques. Si je suis si peu adaptée socialement, c'est sûrement parce que je suis surdouée. Si j'ai une intelligence qui est différente, c'est sûrement parce que je suis surdouée. Donc, à la fois, il y a une espèce d'espoir autour de ce test de QI qui fait qu'on aura toutes ces réponses. Et en même temps, si la réponse n'est pas celle qui est attendue, eh ben ça peut être complètement dévastateur. Pour certains, ça peut l'être parce que c'était la seule chose qu'ils avaient. Genre, quelqu'un est venu me dire ça en privé il y a quelques mois. Je n'ai pas du tout envie de passer le test de QI, ça me terrifie, parce que tout ce que j'ai contre tous ces neurotypiques autour de moi, tous ceux qui me rejettent, tous ceux qui me marginalisent, tous ceux qui me persécutent, la seule chose que j'ai contre eux, c'est mon intelligence. Et j'ai dit à cette personne-là, il faut tellement d'ego pour dire ça. Il faut que tu laisses tomber cet ego avant de passer à autre chose. Parce que être surdoué, ça n'est pas être plus intelligent que tout le monde, malheureusement. C'est avoir une intelligence qui est différente. J'ai parlé d'arborescence dans d'autres vidéos, mais voilà, c'est avoir une intelligence qui n'est pas la même que celle des autres. Donc,
d'ailleurs, pour tous ceux qui pensent que on ne devrait pas utiliser le terme surdoué et on ne devrait pas donner de diagnostic de douance intellectuelle justement parce que ça voudrait dire qu'on décerne, qu'on attribue à des gens une intelligence supérieure et qu'on fait d'eux une race supérieure et qu'il y a un espèce d'eugénisme autour de ça, voilà, je leur réponds, il n'y a pas de supériorité, il y a une différence, et respecter et reconnaître cette différence, c'est reconnaître qu'il peut y avoir des solutions adaptées aux problématiques qui sont engendrées par cette différence, et adapter ça, ça permet d'avoir des gens qui sont plus heureux et dont on peut utiliser les atouts aussi, parce qu'il y a plein d'atouts à être surdoué de manière générale. Donc voilà, donc il y a cet enjeu aussi par rapport... Excusez-moi, j'ai une toux persistante. Il y a cet enjeu par rapport au test de QI chez l'adulte, à la restitution de ce test. Il y a cet enjeu qui est, si je ne suis pas diagnostiquée surdouée, qu'est-ce que je fais parce que je n'avais que ça? Et à ça, je répondrai un truc très simple. D'une part, je suis pour le diagnostic parce que le diagnostic permet de poser des mots sur une différence et permet d'ouvrir quelque chose, d'ouvrir des possibilités. Quand on met un mot quand on met un diagnostic sur quelqu'un, on met aussi le mot-clé dans Google pour savoir où chercher. C'est-à-dire que je peux savoir que j'ai du mal à réfléchir de manière simple, comme tout le monde. Je peux savoir que j'ai du mal à sociabiliser. Je peux savoir qu'il y a un schéma qui fait que je tombe toujours sur des pervers narcissiques. Et toutes ces choses-là, je peux les savoir. Mais à partir du moment où je ne sais pas que c'est plein d'indices sur la douance intellectuelle, c'est difficile pour moi de trouver une solution, pour moi de trouver peut-être une thérapie comportementale adaptée ou un outil adapté pour répondre à mes problématiques. Mais d'autre part, et c'est là où j'aimerais poser une nuance, et j'aimerais pas mettre une dictature autour du diagnostic, il faut poser. Non, parce que moi-même, j'ai eu un diagnostic étant petite, et je pourrais très bien aller passer le VICE, je pourrais très bien repasser le test de QI en étant adulte, parce que c'est pas le même test. Et que le QI, c'est une valeur qui est changeante dans la vie, un peu comme le poids, qui est d'ailleurs une valeur qui est changeante même dans la journée, mais enfin bon, c'est pas le sujet. Mais si je passe pas le test, si je le fais pas, c'est parce que j'ai assez confiance en moi, j'ai assez confiance en ma compétence en tant que thérapeute aussi, même si c'est difficile de s'autodiagnostiquer, mais j'ai aussi confiance aux symptômes que j'ai, à la manière que j'ai de réfléchir, à la manière que j'ai construit mon identité maintenant avec ça, pas autour de ça évidemment. Il y a plein de gens qui pensent que à partir du moment où on a un diagnostic, on construit son identité autour de ça. Non, on fait avec. C'est plus facile d'évoluer en tant qu'adulte fini dans sa vie quand on sait quand on a mis des mots sur une problématique. C'est plus facile. Où est-ce que j'allais avec ça Autant est-il que on n'a pas besoin du diagnostic pour trouver la bonne thérapie à partir du moment où on connaît nos propres problématiques. C'est-à-dire que si je sais que j'ai des problèmes d'hyperesthésie, si je sais que j'ai des problèmes avec les sons, que je n'arrive pas à me concentrer tant que je ne suis pas dans le silence total, que je n'arrive pas à socialiser tant que je ne suis pas dans un environnement qui est calme, que je sais que par exemple la présence d'autres êtres humains draine mon énergie plus qu'elle ne m'en apporte, à partir de ce moment-là où j'ai toutes ces problématiques-là et que j'ai mis des mots dessus, je peux aller trouver par exemple de l'hypnose pour l'hyperesthésie. Je peux aller trouver un psychologue pour mes problèmes sociaux.
quelqu'un qui est adapté plutôt à ce manque d'adaptabilité. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on parle de ce mot aussi, le mot adaptabilité. L'adaptabilité sociale, l'adaptabilité émotionnelle. On parle peu d'intelligence en psychologie, on parle beaucoup d'adaptabilité. Parce que dans un test de QI, même si on dit souvent que c'est un test qui mesure l'intelligence, on mesure surtout la capacité d'un être humain à s'adapter à certains environnements et certaines situations. Et quand on est adaptable socialement, par exemple, on peut tenir une conversation tout autant avec un enfant qu'un adulte, tout autant avec quelqu'un qui a notre âge que quelqu'un qui n'a pas notre âge, tout autant avec quelqu'un qui, je sais pas, est salarié et qui travaille tous les jours depuis 20 ans dans la même entreprise, que quelqu'un qui est en libéral et qui a changé 3 fois de pays. Enfin, je veux dire, voilà. On peut s'adapter à différentes personnes, à différents milieux sociaux et différentes choses. Et quand on a ce manque d'adaptabilité, ça veut pas dire qu'on est moins intelligent. Ça veut dire qu'on arrive moins à s'adapter. Et à partir du moment où on apprend comment s'adapter, eh ben, on a moins de problématiques liées à ça. Et du coup, c'est l'adaptabilité qu'on souhaite, comment dire, j'allais dire neutraliser, mais c'est pas le mot, mettre à niveau chez les surdoués de manière générale. Parce que la plupart des hauts potentiels ont des profils qu'on appelle hétérogènes, c'est-à-dire qu'il y a plein d'intelligences, d'adaptabilité différentes, d'intelligences différentes. Et donc, elle est parfois très très haute dans, je sais pas, le domaine logico-mathématique et très très basse dans le domaine des émotions. Donc, on apprend, on enseigne au HP, une fois qu'on a ce profil qui a été établi dans le test de QI, on enseigne ce HP-là à être plus adaptable émotionnellement parlant pour que le profil soit homogène au lieu d'être hétérogène comme il était au départ. Et ben, on peut faire ça, enseigner l'adaptabilité, sans avoir de profil type tout droit sorti d'une restitution de test de QI. Quand on connaît ses forces et ses faiblesses, quand on a fait une introspection, quand on a fait l'effort aussi d'aller voir un spécialiste, eh ben on peut totalement trouver des solutions adaptées pour pallier à ces problématiques. Et c'est d'ailleurs ce que je fais moi avec mes clients dans le programme Arborescence. Je leur donne les clés pour, par exemple, comprendre pourquoi, voilà, cas typique, c'est arrivé la semaine dernière, comprendre pourquoi cette cliente-là, elle pouvait faire des choses sans même comprendre tout le mécanisme qu'il y avait derrière, alors que ses collègues, eux, ils savaient expliquer comment est-ce qu'ils en étaient arrivés là. Pour elle, la solution était là dès le départ, et elle est capable de faire, mais elle n'est pas capable d'expliquer. Donc ça, c'est vraiment un indice qui est très très fort de l'intelligence en arborescence versus l'intelligence séquentielle, et le fait de pouvoir lui expliquer ça, bah ça a dédramatisé la situation, et elle a pu comprendre de manière pragmatique pourquoi elle était différente, et pourquoi elle avait l'impression aussi de savoir sans jamais comprendre. Et d'ailleurs, quand on a une intelligence en arborescence, on peut aussi se spécialiser, même si on n'a pas une intelligence qui est faite pour ça. C'est moins facile quand on a une intelligence en arborescence de se spécialiser, parce que on perd de l'intérêt à chaque fois qu'on commence un nouveau projet. Je commence un nouveau projet, c'est tout nouveau, tout beau.
oh là là, plein de motivation, motivation, motivation. Et puis la motivation, elle descend au fur et à mesure parce qu'on met toute notre énergie au début du projet. Et puis une fois qu'on a réussi l'étape 1, on n'a plus aucun intérêt puisque ça n'est plus nouveau. Et du coup, on laisse tout tomber. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut s'accrocher et qu'il faut continuer. Et que c'est quand on continue et qu'on se rend compte qu'on a dépassé cette traversée du désert où on n'avait plus de motivation, qu'à ce moment-là, on devient de plus en plus expert dans ce domaine qui était tout nouveau, tout beau au début et qui maintenant ne l'est plus. Donc voilà, c'est ces choses-là que moi j'enseigne typiquement dans le programme Arborescence. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, je n'ai pas besoin que les gens me donnent la restitution de leur test de QI pour résoudre ces problématiques-là. Je n'en ai pas besoin. Donc, même si tu passes un test de QI et qu'à la fin, tu n'as pas le résultat escompté, je veux dire, c'est quand même possible de résoudre tes problématiques. Et c'est quand même... Mais ça... Et aussi, ça ne... Comment dire? Ça n'enlève pas la légitimité de toutes les problématiques que tu as ressenties jusqu'ici. C'est pas parce que tu n'as pas été reconnu comme surdoué par le corps médical suite à ce test de QI que tu n'as pas de problème d'adaptabilité sociale, tu n'as pas de problème de légitimité, que tu n'as pas de problème de confiance en toi, que tu n'as pas de problème d'hyperesthésie, etc., etc., etc. Je veux dire... Et ça, c'est vraiment... Enfin, avant même que je le dise, je préfère préciser que c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur. Les tests, quels qu'ils soient, ce sont des évaluations d'un instant T d'une connaissance donnée. Par exemple, il y a 3 semaines, un mois, je crois, quelque chose comme ça, j'ai un ancien client qui est venu me voir et qui m'a dit « J'ai passé mon test de QI, je suis à 127, donc il faut être au-dessus de 130 pour être reconnu HP. Je suis à 127, mais la veille du test, j'ai pas dormi. » Je veux dire, qu'est-ce que ça aurait été si il avait été dans d'autres conditions? À cet instant T-là, il n'est pas considéré comme surdoué. Le lendemain, avec une bonne nuit de sommeil, il aurait peut-être été considéré comme HP. Donc, voilà, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et c'est pour ça, et c'est comme ça pour tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des HP ont autant peur de passer le test de QI et de le rater. C'est parce que pendant toute leur enfance, à chaque fois qu'on les a évalués, ça a été un instant T, pardon, sur des connaissances qu'ils n'avaient pas. Et on ne les a jamais évalués sur des connaissances que eux ils avaient, sur des terrains que eux ils connaissaient. Et je trouve ça si dommage, et je trouve ça tellement dur, parce qu'il y a des élèves qui sont extrêmement surdoués, qui sont complètement brillants dans plein de domaines différents, mais ils ont des très très mauvaises notes. Ça renforce leurs sentiments qui sont débiles finalement, parce qu'ils sont pas reconnus comme des gens intelligents. Et du coup, ils perdent complètement confiance en eux. Et quand ils arrivent à l'âge adulte, et qu'ils sont confrontés à ce test-là, eh ben, ils perdent complètement confiance. Parce que ils sont dans les mêmes conditions quand ils étaient gamins et qu'ils étaient évalués sur quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et le test, même s'il est considéré comme scientifique, il y a quand même une subjectivité derrière, qui est la subjectivité du psychologue. Donc, et peu importe le professionnalisme du psychologue, hein, c'est toujours un être humain. Et les gens qui réalisent les tests, c'est-à-dire qui les créent, sont aussi des êtres humains. Donc à partir du moment où le processus n'est pas complètement robotisé, de toute façon,
il y aura une part de subjectivité qui sera toujours là. Donc les tests sont bien pour apporter de la légitimité quand on en a besoin, mais les tests et les diagnostics ne sont pas la solution ultime pour se sentir légitime et pour se sentir, dans ce cas précis, surdoué. On peut être surdoué et avoir un QI très bas. Et ça, je sais pas si beaucoup seraient capables de l'entendre. Parce que être HP, c'est avoir un type d'intelligence. Ce n'est pas avoir une intelligence qui est supérieure. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Merci de m'avoir écouté. J'espère que le message est passé et que ça va en soulager certains. Parce que c'est vrai que c'est un enjeu qui est énorme de passer un test, surtout quand on est adulte et qu'on a mis l'école derrière nous. Et quand on n'a pas le résultat escompté, c'est encore pire. Et ça peut être hyper dévastateur. Et il y a des thérapeutes qui sont aussi là pour ça. Moi, je prends en charge des gens pour ça aussi. Donc il faut garder ça en tête. C'est que on peut toujours trouver une solution aux problématiques que nous on a, même si c'est des problématiques qui ne sont pas reconnues de manière officielle par le corps médical. C'est pas parce que les médecins ne reconnaissent pas qu'on a mal qu'on n'a pas mal. Et ça, c'est super important. Ne niez pas votre propre douleur parce qu'un médecin l'a fait. Ou qu'un psychologue l'a fait. Voilà. Une figure d'autorité ne pourra pas connaître mieux votre douleur que vous-même. C'est tout. Voilà. Et je pense qu'on a fini. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu le souhaites, tu peux poster un commentaire si jamais t'as une réaction ou que tu as une question, j'y répondrai au mieux. Si tu as besoin d'un avis, si tu souhaites prendre rendez-vous avec moi, je suis toujours disponible. Enfin, j'ai des créneaux qui sont ouverts dans mon calendrier. Tous les liens sont dans la description de toute façon. Et voilà, à très vite. Allez, bisous.